Il est important pour nous, accueillants, de nous demander qu'est-ce qui motive notre démarche et aussi qu'est-ce que nous projetons sur cette aventure humaine que nous nous apprêtons à vivre. Ce qui motive notre démarche, c'est la plupart du temps de beaux sentiments de générosité, de solidarité, et à la fois, au travers de calme, ça va venir s'incarner dans un quotidien. Et qui dit quotidien, ça, nous le savons tous, veut dire souvent une petite somme de petits frottements et de petits énervements. Et donc là, c'est très important d'être conscient qu'il ne faut pas jouer au héros et être tout à fait conscient de ses limites, de limites même très triviales. Par exemple, je ne supporte pas qu'on laisse des traces de dentifrice dans le lavabo, ou pour moi, c'est important que moi et l'accueilli, nous calions bien sur les horaires pendant lesquels on va se servir de la salle de bain ou sur la manière de ranger la vaisselle. Si je laisse ces petits énervements au nom des belles valeurs qui ont motivé initialement ma démarche à un moment ou à un autre, ils vont s'accumuler et ressortir à un moment où je ne m'y attends pas et sur un sujet qui n'aura rien à voir. Il est peut-être aussi important, dès le départ, de réfléchir avec la personne accueillie sur la manière de partager ses tâches du quotidien pour éviter au maximum de mettre la personne accueillie en situation de dette vis-à-vis de soi. Il est aussi intéressant de se demander dès le début de la cohabitation comment partager au maximum les tâches du quotidien. Qui est-ce qui nettoie les pièces communes? Est-ce qu'on le fait ensemble? Est-ce qu'une fois c'est toi? Est-ce qu'une fois c'est moi? Quand on va couper du bois ensemble dans le jardin, qui est-ce qui le rentre par exemple? C'est très important de faire au maximum les choses ensemble pour éviter au maximum de mettre la personne accueillie en situation de dette vis-à-vis de soi. Interrogeons-nous aussi sur ce que nous projetons sur cet accueil, la façon dont il va se dérouler et sur la personne que nous allons accueillir. Là, je prendrai l'exemple d'Ina, qui est une jeune femme russe, militante politique, militante féministe aussi, sportive de haut niveau, pharmacienne. Ina venait de terminer 5 ans d'études de pharmacie en Russie, travaillait depuis 1 an, donc n'avait aucun problème de statut social. Beaucoup d'amis, étaient en contact avec sa famille. Du jour au lendemain, Ina doit quitter son pays, ne choisit pas forcément la France, se retrouve en France, elle ne parle pas un mot de français. Ina a la chance à ce moment-là d'être accueillie par une famille française qui mène en France le même combat politique qu'elle, donc qui est très motivée par le fait d'accueillir Ina. Cette famille, par ailleurs, est professeure de français, donc de manière très pertinente, choisit de donner tous les jours 1 heure de cours à Ina pour très vite pouvoir engager avec elle des conversations sur ce sujet qui est censé les passionner tous et faire rencontrer à Ina les différents amis qui mènent les mêmes combats, qui vont devenir les amis d'Ina, etc. Sauf qu'Ina, à ce moment-là de sa vie, doit complètement se reconstruire. Vous vous souvenez de ce schéma de cadre de référence personnelle dont on parlait, qui est constitué de multitudes d'éléments, statut social, amitié, famille, tradition. Ina doit tout remettre en place. Ina, à ce moment-là, a besoin de grands temps de solitude, reste longtemps enfermée dans sa chambre, n'en est pas du tout au moment où elle peut apprendre une nouvelle langue, n'est pas du tout intéressée par les super amis qui mènent le même combat qu'elle, et même ce combat politique, pour l'instant, à ce moment-là de sa vie, ce n'est plus son principal problème. Grosse déception de la part de la famille qui accueille. Ina a eu besoin de temps, ce sont ses mots, pour accepter dans ce pays, dans notre pays, d'être zéro et de recommencer à zéro. Pouvoir aussi s'investir dans une démarche d'intégration dans un pays nécessite, de la part de la personne réfugiée, de couper beaucoup de liens avec son pays d'origine. Par exemple, Carlos, militant politique en Colombie, était tenté de continuer son combat depuis la France, de suivre le combat que continuent à mener ses amis sur place. Du fait du décalage horaire, du fait de cet investissement affectif qu'il avait, il n'avait plus l'espace pour s'investir dans notre pays. Donc là aussi, ça demande du temps. Donc nous qui accueillons, il faut que nous ayons bien en tête que la personne va aller à son rythme et que ce rythme, nous avons à le respecter. Donc pour nous, c'est important d'avoir en tête que la personne réfugiée a besoin d'un temps de reconstruction, qu'elle va le vivre à son rythme. Peut-être renoncer, nous, à une idée du réfugié idéal qu'on se faisait, renoncer aussi à une perception du tempo idéal que l'on doit adopter pour s'intégrer en France. Voilà, accepter tout simplement d'accompagner l'autre selon son propre tempo.